Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une course belge, la course d'ouverture du calendrier belge de Omloop et Nieuwsblad. Nouvelle édition de cette épreuve emblématique qui avant s'appelait le Het-Volk, pour ceux qui se souviennent. C'est juste que le journal a changé de nom, donc maintenant c'est plus le Het-Volk, c'est le Het Nieuwsblad. Ça reste un morceau de bravoure en ce début de saison et il va falloir passer cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette épreuve, les coureurs que vous allez suivre. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également mettre toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Vous pouvez également, et là c'est encore magnifique, mettre un super thanks. Et puis on commence tout de suite. Je rappelle le PSE.0 sur Spotify, on va y arriver. Et puis TikTok, on fera peut-être un débrief de cette course sur TikTok. Le Omloop et Nieuwsblad. Course de rentrée, c'est un peu la rentrée des classes de tous les spécialistes des Flandriennes sur cette épreuve, même si certains ne sont pas encore là. Je pense notamment à Wout van Aert. C'est le premier grand rendez-vous européen de l'année. On a eu des courses en Europe, mais pas du standing du Omloop et Nieuwsblad. Donc c'est le premier grand rendez-vous pour tous les coureurs des Flandriennes. Et c'est un premier moment important. Toujours compliqué, ça ressemble un peu au Tour des Flandres. C'est un Tour des Flandres, mais plus court. Et puis avec un peu moins de monts en termes de kilométrage. Mais ça reste quand même très difficile avec le mur de Capelle, qui est le morceau le plus compliqué de cette épreuve. Et souvent, on a un scénario similaire. Pas du fait que le parcours de ce Omloop et Nieuwsblad soit du même niveau que le Tour des Flandres. La seule différence, c'est qu'on est en tout début de saison belge. Tous les coureurs ne sont pas encore au top de leur forme et qu'on a des grosses différences de niveau entre les coureurs. Et ce qui peut parfois rendre un scénario où ça se décante assez tôt sur le Het Nieuwsblad. Mais on a eu parfois des sprints, on se souvient notamment de l'année de la victoire de Ballet-Rigny. Et puis on a peu de kilomètres de goudron entre la dernière difficulté et l'arrivée. Ça c'est aussi un petit peu comme le Tour des Flandres. On n'a que 18-19 km. Sur le Tour des Flandres, c'est 13 normalement entre la dernière difficulté et l'arrivée. Donc là, c'est assez similaire également. Donc ça permet que difficilement d'avoir des réunions de groupe entre un échappé et un peloton. C'est un peu compliqué pour se réunir. On regarde tout de suite la présentation de la course. On regarde tout de suite le parcours de cette édition 2023 du Omloop et Nieuwsblad. On part de Gand pour aller à Ninove. On va tourner autour, notamment, si vous voulez faire un petit point au niveau commune même, où on va tourner. On aura donc Gand, on aura Zottegem, on va dire. Oudenaarde aussi, on va pas passer très loin de Oudenaarde, voilà. Je rappelle toujours, sur les classiques flandriennes, on a un secteur grosso modo de 50, un rayon de 50 km qu'on va utiliser pendant toutes ces classiques. C'est-à-dire qu'on va quasiment jamais aller au-delà de ces 50 km. Donc voilà, on est tout le temps dans ces 50 km là. Donc on démarre ce parcours avec la montée du Liberg au kilomètre 39, mais auparavant, avant le Liberg, on aura eu déjà une première montée qui ne sera pas forcément évidente. Ça sera donc avant le Liberg qu'il faudra traverser. Donc vraiment un secteur qui ne sera pas évident, ça sera le Langemunte, voilà, qui sera le premier secteur pavé au kilomètre 30,3, 2400 mètres de parcours pavé. On enchaîne ensuite donc avec cette montée du Liberg, 1 km à 3,9 de moyenne. Cette montée du Liberg qui n'est pas tout le temps indiquée sur les classements. C'est un mont goudronné, cette montée du Liberg. Ça sera au bout de 39 km de course, donc à peu près 3 quarts d'heure de temps de course. On aura ensuite la montée de Nazareth, la montée de Wortegen,
Enfin, on traversera la ville de Mortegen. On aura le secteur numéro 2 qui sera le secteur de Langemunte aux alentours du kilomètre 90. Ce secteur-là. Donc c'est celui-là qui fait 2400 mètres, qui était mal indiqué pour moi sur ma petite carte. On enchaîne ensuite avec le Katerberg, 900 mètres à 4% de moyenne, cette montée du Katerberg. Et puis on enchaîne ensuite avec le Holleweg. Le Holleweg, que je vous le retrouve, c'est toujours un petit peu le bordel. Il fait 700 mètres. Donc c'est assez court ce secteur de l'Holleweg, donc il n'est pas très très long, enchaîné avec le Hagweg, ou le Hagweg, je sais jamais comment dire, faut savoir ma grande passion pour les noms belges. On retourne Holleberg, après avoir passé ce secteur-là, hein, c'est-à-dire qu'on va le prendre 2 fois, ce secteur-là, avec l'enchaînement avec le Leberg, c'est les 2 premiers secteurs qu'on va reprendre à ce moment-là. Il y aura le fameux secteur numéro 6 qui est le Paderstraat. Le Paderstraat, c'est assez connu, fin au kilomètre 126.5, c'est-à-dire à une 80 km de l'arrivée. Le Paderstraat, c'est toujours un moment compliqué à passer, c'est toujours un moment difficile. Ensuite, après le Paderstraat, on a le Hochtellerie, donc 1 km 2 à 4, un peu plus de 4% de moyenne, qui s'enchaîne avec la montée du Valkenberg, mais c'est pas du tout le Valkenberg qu'on aura lors de l'Amstel, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus facile, 500 mètres à 8%, pardon. Le Wolvenberg, 600 mètres à 6,8, ça sera un peu après, au kilomètre 155.3. Auparavant, on aura eu le secteur de Holleweg. Le secteur de Holleweg, ça je l'ai en distance, il fait 700 mètres, donc c'est un secteur qui est assez court. Le secteur de Holleweg, on aura le Kerkgate, secteur 8, enchaîné avec le Jageridge, secteur 9, donc ça c'est quasiment 2 secteurs qui s'enchaînent. Le secteur du Jageridge, c'est 1400 mètres au niveau dénivelé positif. Le Molenberg, 500 mètres à 6%. On enchaîne avec le Hagweg. De nouveau enchaîné avec la montée du Leberg. C'est la 3e fois qu'on le prendra. Et puis on aura le passage au Berendries, 900 mètres à 6,8%. Le Vossenol Evremberg, 1 km 4 à 3,6 de moyenne. Et puis le morceau de bravoure même plutôt de cette édition, c'est le Kapellmur qui sera au kilomètre 191, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, un peu moins même, 18 km de l'arrivée pour le Kapellmur. Ça sera le secteur peut-être le plus important de cette fin parcours. C'est moins dense qu'un Tour des Flandres, il y a moins de monts que sur un Tour des Flandres, mais ça reste difficile, surtout qu'encore une fois on est en février, que beaucoup de ces secteurs-là vont être dans des états pas top, c'est-à-dire avec pas mal de boue, pas mal de saleté, ils ont de grandes chances d'être humides, même s'il fait beau, hein, on a encore pas mal d'humidité, même s'il a peu plu en France, mais on a quand même pas mal d'humidité encore à ce moment-là de l'année. Donc il faudra faire vraiment attention pour les coureurs. Il faut se réhabituer en plus à rouler sur les pavés. C'est pas toujours facile ce type de course Omloop et Nieuwsblad. Du côté de la météo, grand soleil avec des températures plutôt clémentes pour un mois de février, hein, 7 degrés. Il faudra quand même faire attention au niveau des conditions climatiques. C'est au niveau du vent de nord entre 20 et 40 km/h, ce qui fait qu'il va être majoritairement de côté. Donc il faudra faire très attention sur les sorties de secteur parce qu'on peut avoir parfois des secteurs un petit peu à découvert et un secteur pavé, un mont pavé, ça a tendance à allonger le peloton. Donc si vous êtes mal placé, vous pouvez vous faire piéger par une bordure, par une cassure à ce moment-là. Et puis il faudra faire attention parce qu'il est plutôt de côté en plus en fin de journée, sauf après le dernier secteur où là il sera de phase, donc qui pourrait permettre d'avoir des groupes qui se réunissent,
qui se fasse rattraper et ça pourrait peut-être un peu bloquer la course parce que voilà, si on n'arrive pas à sortir, je pense que ça sera compliqué de sortir seulement à 2 ou 3. Il faudra au moins de 5 ou 6 pour pouvoir garder un écart dans le final, ce qui pourrait nous donner un final haletant. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. Alors, du côté de cette épreuve, on a pas mal de beaux vainqueurs, mais aussi des coureurs qui n'ont pas eu forcément des victoires sur le Tour des Flandres, qui n'ont pas eu forcément des victoires sur Paris-Roubaix, et puis à l'inverse, des mecs qui ont gagné sur Paris-Roubaix, sur le Tour des Flandres, ne se sont jamais opposés sur cette course-là. Je pense à Cancellara, je pense notamment à Tom Boonen, qui n'ont jamais gagné cette épreuve. Parmi les derniers vainqueurs, Wout van Aert, face à Colbrelli et Van Avermaet, c'était en 2022. Ballerini s'était imposé en 2021 devant Jake Stewart et Sepp Van Mark. Et puis en 2020, Jasper Stuyven devant Yves Lampaert et Søren Kragh Andersen. Parmi les vainqueurs, on a également Zdeněk Štibar, Greg Van Avermaet en 2017 et 2016, Jan Stannard en 2015 et 2014, Luca Paolini en 2013, Seth Van Mark en 2012, la surprise un petit peu Michael Wahlgren en 2018. Puis parmi les autres vainqueurs connus, Philippe Gilbert s'y est imposé 2 fois en 2008 et 2006, c'était encore lors de son début de carrière. Toro Soft en 2009, Johan Mousseou également en 2003 notamment. Peter Van Petegem en 98 et 97, Michele Bartoli en 2001. Parmi les Français, le dernier Français sur un podium lors de cette épreuve, ça remonte en fait à Gilbert Duclos-Lassalle en 1981 et à Frédéric Moncassin, que j'avais oublié, en 94. Tous les deux avaient fini deuxième et il n'y a jamais eu de vainqueur français sur cette épreuve. En 71 et 73, Eddy Merckx s'était imposé également dans cette course, mais jamais de vainqueur français. Donc sur toutes les éditions du Omloop et Nieuwsblad, on sait que les Français ont rarement gagné sur les classiques flandriennes. On regarde les coureurs au départ, les équipes au départ. Nous avons au départ 25 équipes. À la première, c'est Jumbo-Visma qui vient avec Tige Benoot et Christophe Laporte notamment. Soudal Quick-Step avec Yves Lampaert et Davide Ballerini. Intermarché qui vient avec Sven-Erik Byström ou encore Hugo Page ou Mike Tennyson. Alpecin de Koninck avec Jasper Philipsen ou Søren Kragh Andersen. AG2R Citroën vient avec Greg Van Avermaet, Oliver Naesen et Laurens Naesen, et également Benoît Cosnefroy. Astana vient avec Battistella, Martin Laas, mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des grands noms. Il y a également Fedorov. Du côté de la Bahreïn, Victorious, on vient avec Mohoric et Andrea Pasqualone et Jonathan Milan. Fred White également au départ. Du côté de la Boransgrohe, Jordi Meus, Marco Haller, notamment Ide Schelling. Du côté de la Cofidis Spitalgart et Axel Zinglet. Du côté de la Education Easyports, Jens Kekelereux ou encore Julius Vandenberg. Du côté de la Groupama FDJ, Stephen Kung et également Olivier Le Gac et Jack Stewart. Ineos Grenadier vient avec Thomas Pidcock notamment et Magnus Sheffield. Du côté de la Movistar, on vient avec Garcia Cortina, Matteo Jorgensen également au départ. Du côté d'Arkea Samsic, on vient avec Jente Biermans et Mathis Louvel. La DSM vient avec John Degenkolb et Patrick Bevin et Merhofer notamment. La Jayco Alula vient avec Zdeněk Štibar et Pustelberger. La Trek Segafredo vient avec Jasper Stuyven et Tom Skunch ou Edward Tuns notamment. UAE Team Emirates vient avec Tim Willems et également Matteo Trentin. Du côté de la Lotto Destiny, on vient avec Campenarts et Arnaud Delis. Du côté d'Israël, on vient avec Seb Van Mark et Guillaume Boivin et Dylan Tuns. Du côté de la Total Energy, Peter Sagan, Boasson-Hagen et Anthony Turgis. Du côté de la Bingoal, on vient avec le français Nathan Van de Piet, mais également Ludovic Robit et Guillaume Van Karlsbrück. Du côté du Human Power Red Earth, Per-André Côté, notamment Barnabas Pic aussi et Colin Joyce. Du côté de la Team Flanders, on vient avec Geno Berkmoes et Aaron Van Poek.
peut-être dans l'échappée, Ron Van Poek, et du côté de la Uno X, Alexander Christoph sera au départ avec Rasmus Tiller et Anders Karset, et également Jonas Abrahamsson. Du côté de mes favoris, alors je vous rappelle que les paris sportifs, c'est dangereux, faites attention, vous pouvez souffrir d'addiction, faites attention, vraiment. Donc du côté des favoris, j'ai mis Christophe Laporte. Alors malgré le fait qu'il n'ait pas couru en 2023, on sait que Jumbo se prépare toujours extrêmement bien, que Jumbo surtout se prépare toujours avec d'énormes stages en février. Il court assez peu en février et en janvier, notamment Jumbo-Visma. Et donc c'est le cas avec Christophe Laporte qui n'a pas couru, mais surtout on se souvient que c'était le cas de Van Aert l'année dernière et ça lui avait plutôt bien réussi. Stefan Kung, on l'a vu notamment autour de l'Algarve, très bon contre la montre, ça veut dire que les jambes sont bonnes pour Stefan Kung qui a gagné notamment devant Filippo Ganna, devant également Rémi Cavagna, donc ça devrait plutôt bien le faire pour Stefan Kung, surtout qu'il ne va pas partager le leadership avec Madouas qui n'est pas au départ. Matej Mohoric, lui il a pas mal couru par rapport à d'autres, il a déjà fait 2 courses par étape. Bon, pour le moment, Mohoric n'a pas été incroyable au niveau des résultats, mais on sait que lui aussi, il cible bien ses objectifs. De toute manière, c'est toujours compliqué de parier et de donner des favoris sur cette épreuve parce que beaucoup de coureurs n'ont pas couru. Et puis, je mets Yves Lampaert parce qu'il était bien sur le Tour de San Juan. Yves Lampaert, il était plutôt performant. Donc, s'il a gardé la forme qu'il avait sur le Tour de San Juan, ça peut être vraiment pas mal pour le coureur belge. Du côté des coureurs à suivre, j'ai mis Arnaud Delis. Je suis assez surpris qu'il y ait des coureurs, qu'il y ait des suiveurs qui le mettent archi favori de la course. Arnaud Delis, on ne l'a jamais vu sur les pavés. Alors, on pense qu'il passe bien les pavés, mais il a quand même une inexpérience sur ces courses-là. C'est des courses quand même où l'expérience compte. Il faut savoir où on met les pieds. Il faut savoir où se placer avant les secteurs pavés, parce qu'il faut se placer avant les monts. Ça c'est très important et pour ça vient avec l'expérience, donc ça pourrait être compliqué de ce côté là. Pareil du côté d'Axel Zinglet, c'est un coureur qu'on va suivre parce qu'il est en forme, parce qu'il a le profil pour être performant sur ce type de course là, mais là aussi il y a une inexpérience du côté d'Axel Zinglet et puis peut-être une équipe un peu moins forte que la Lotto Destiny. Tige Benoot, pour moi, je mets Christophe Laporte favori, mais Tige Benoot, il faut jamais le sous-estimer, le Belge de la Jumbo. Et puis j'ai mis Zenek Stibart. Très intéressant sur le Tour d'Arabie Saoudite, Zenek Stibart. Donc là aussi, c'est un peu comme Lampaert, si la forme est là, pourquoi pas. En plus, un coureur qui a déjà remporté cette course, il a 36 ans, lui l'expérience il l'a sur les pavés, il a changé d'équipe, ça lui a fait, j'ai l'impression, de plus grand bien, donc on va voir ce que ça va donner. Du côté du programme télé, toute la semaine sur Eurosport 2, une grande partie de la journée sur Eurosport 2 et JCN à partir de 13h30, sur la RTBF et sur Ovio à partir de 14h, ça c'est pour nos amis belges, et puis sur la chaîne L'équipe. Alors ça sera à la télé à 16h30, ça ne sera pas en direct parce qu'ils diffusent en direct la Drôme classique et la classique de l'Ardèche, je ne sais jamais c'est dans quel ordre. Par contre c'est sur l'équipe live, là aussi à partir de 14h. Donc voilà le programme télé de cette édition du Omloop Het Nieuwsblad qui sera donc là. Une nouvelle édition, c'est pas marqué le nombre de Omloop Het Nieuwsblad dans l'histoire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maverick Production. Ciao, ciao!